Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre première webconférence de 2023. J'en profite pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette année en espérant que c'est une année qui vous conduira au Canada. Mon nom est Louise Van Winkle, je suis agente de migration désignée ici à l'ambassade du Canada à Paris. Je ne vais pas parler longtemps parce que ça me fera plaisir de passer la parole dans quelques instants à nos deux intervenants qui nous viennent en direct du Canada et plus précisément du territoire du Yukon. Pour expliquer un peu le format de notre webconférence aujourd'hui, il y aura une présentation qui va vraiment vous donner beaucoup d'informations sur la géographie, le climat, la population, les opportunités d'emploi et d'affaires et la vie en français au Yukon. Et on gardera du temps pour une période de questions et réponses. Donc, vous l'aurez compris, on ne va pas parler des programmes d'immigration aujourd'hui, mais vraiment de cette destination qu'on vous invite à explorer comme futur chez vous au Canada. On fera une sélection des questions. Vous pouvez commencer à les poser dès qu'ils vous viennent à l'esprit, pas dans la partie clavardage ou chat, mais bien dans la section Q&R, questions et réponses. Et on fera une sélection des questions les plus pertinentes et d'intérêt au plus grand nombre de personnes. Donc, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter nos deux intervenants qui sont aujourd'hui à Whitehorse, au Yukon. Tout d'abord, Diana Romero. Diana est agente de projet en immigration à l'Association franco-yukonaise, ou l'AFI. Et avec elle, Rémi Perrier. Rémi est agent de projet et travaille en particulier sur la liaison avec les employeurs, donc aura beaucoup d'informations sur les opportunités d'emploi. Il travaille aussi, bien sûr, pour l'AFI. Donc, sans plus tarder, je vous passe la parole et je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup, Louise. Bonjour tout le monde. Bonsoir plutôt pour vous, probablement. J'aimerais commencer par reconnaître que je me trouve en ce moment sur le territoire traditionnel de la Première Nation de Kwalindun et du Conseil d'État Quachan. On connaît ça comme la ville de Whitehorse. On est au Yukon. Comme bien l'a dit Louise, mon nom est Diana Romero et je suis avec Rémi Perrier, mon collègue. On travaille tous les deux à la FI. Et bon, ben, sans plus tarder, on peut commencer à vous présenter notre beau territoire et le Yukon. C'est où le Yukon déjà? Et, le Yukon est situé au nord du Canada, plus précisément sur le 60e parallèle. Et ça fait partie des trois territoires du nord. Et, on se situe au nord de la Colombie-Britannique, à l'est de l'Alaska. Et voilà. Si vous voyez, le Canada est divisé en 10 provinces et 3 territoires, pardon, 9 provinces et 3 territoires, 3 territoires. Donc, le Yukon fait partie des 3 territoires du Nord. Au Yukon, on a 16 villes ou villages communément appelés par des communautés. Elles sont de différentes grosseurs et à l'exception des Old Crow, elles sont toutes accessibles par la route. Whitehorse est la capitale et on trouve tous les services et commodités d'une grande ville comme des hôpitaux, la banque, des épiceries, des dentistes, des salles de spectacle. Tous les services gouvernementaux se trouvent ici. Je parle des services parce qu'on a le municipal, le territorial et aussi des bureaux du gouvernement fédéral. Et à Whitehorse, on peut trouver 80% de la population du Yukon et aussi 80% des francophones du Yukon habitent à Whitehorse. On parle de 34 000 habitants et parce qu'au Yukon, on est environ 45 000 habitants. Et le Yukon Haché, voilà, donc 83 450 kilomètres. On peut voir, c'est aussi grand que l'Espagne, mais c'est pas si populaire que l'Espagne. En fait, on a plus de caribous, 250 000 caribous et 70 orignons ont été comptés dans les derniers rapports de la faune au Yukon. Et seulement 40 000 habitants. Donc, vous voyez, c'est vraiment la nature qui prend le dessus ici. Et le bilinguisme au Yukon, c'est très fort. On est la troisième région plus bilingue au Canada, après le Québec et le Nouveau-Brunswick. On parle de 14,2% des francophones au Yukon ou des personnes qui parlent le français. C'est beaucoup en termes de population comme
la francophonie est très vivante ici. Et 30% de la population au Yukon, c'est des Premières Nations. Et on parle 7 langues différentes des langues autochtones ici aussi au Yukon. Donc, c'est très pressant. Les climats. Beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qu'il fait très froid au Yukon. Est-ce que c'est vraiment comme un climat nordique? En fait, c'est un climat subarctique. C'est sec. Et il y a beaucoup d'ensoleillement pendant l'été, pardon. On a des très longues journées ensoleillées, mais en hiver, on a des courtes journées. Il y a peu de soleil pendant l'hiver. En été, on peut parler d'avoir des climats d'été du mois de juin au mois d'août. Et on connaît plus au nord plutôt le soleil de minuit, c'est-à-dire le soleil se couche pendant très courte période de la journée. Et la température, c'est autour de 20 degrés pendant l'été. L'automne est aussi un peu plus court, mais on voit quand même le changement de saison. C'est une belle transition entre l'été et l'hiver. Et on l'a en septembre et en octobre. Et on commence à voir pendant ces mois-là les premières gels et les premières neiges de l'année, de la saison. Et la température va entre les 5 et les 10 degrés. Et l'hiver qui commence dès novembre et va jusqu'en mars ou avril. Et ben, c'est vrai que la température moyenne est de moins 20 degrés Celsius, mais on peut atteindre les moins 40 aussi. Donc, ben, l'hiver est très beau parce qu'on peut voir des aurores boréales pendant la journée même. Et mon collègue va pouvoir aussi nous partager un peu de ses expériences l'hiver, même si ça peut être un peu long et un peu manquer de luminosité. Il y a tellement de choses à faire. Vous allez voir un peu plus tard dans la présentation. Donc, ne vous inquiétez pas, même si l'hiver est long, c'est quand même le fun. Le printemps, c'est aussi une transition. On retourne aux activités d'été. Et ça, c'est plus en avril et mai. Et une des plus belles activités pendant le printemps, c'est le, comme on regarde, on peut voir la faune qui se réveille après un long hiver. Donc, les animaux sortent et c'est quand même très intéressant. La température va encore entre 5 et 10 degrés. Ça commence à réchauffer. Et donc, ça, c'est pour la part des climats. Aussi, avec le changement de saison, c'est le changement d'activité. Comme je vous parlais tout à l'heure, pendant l'été, on peut faire la rando, du vélo, du camping, la pêche, du canot. C'est des activités très populaires parmi les Yukonais et les Yukonaises. Et à l'automne, on commence comme, ouais, on change, on commence à retourner aux activités plus comme en ville ou moins des campings et des randos et tout ça. Et on commence à faire des cueillettes. On peut faire des cueillettes des camberges surtout. euh, Pas loin de la ville, il y a la chasse aussi. La rando continue. Ben, la rando, c'est tout au long de l'année. Il faut juste comme s'adapter et avoir l'équipement. Mais sinon, comme activité, on peut voir aussi, on commence à voir l'observation des aurores boréales. Hum, L'hiver, les activités plus populaires parmi les Yukonais sont le ski de fond, le ski alpin, le ski de rando, la motoneige, les patins, la pêche sur glace. Et on a une activité, ou plutôt un événement très populaire ici, c'est la Yukon Quest. C'est la plus longue course de chiens en traîneau du monde. On parle de 1648 kilomètres. Ça part une année de Whitehorse et ça va jusqu'à Fairbanks. Et l'année d'après, c'est comme ça s'échange et ça part de Fairbanks en Alaska et ça revient vers Whitehorse. Donc, ça se fait à chaque mois de février au Yukon et c'est très populaire. On a beaucoup de tourisme autour de cette course, cet événement très important. Et bon, en printemps, on a la rando aussi, le ski encore, et les gens commencent à faire encore du camping. Il y a des gens qui font du camping pendant l'hiver aussi, mais c'est vrai que ça demande un peu plus de préparation et un peu plus d'équipement. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'observation de la faune est très intéressante pendant le printemps. Euh, mais au Yukon, notre slogan, c'est plus grande que nature. Et c'est vrai parce qu'au Yukon, on a la,
la réserve la plus protégée internationale la plus vaste du monde. Et c'est partagé entre le Yukon, l'Alaska et la Colombie-Britannique, ces trois parcs qui font de cette réserve la plus vaste du monde. Mais sinon, on a aussi trois parcs nationaux et 8 parcs territoriaux. Et c'est là où vraiment les gens se régalent avec des beaux paysages incroyables. On a des glaciers, on a des montagnes, des lacs, des rivières. Et vraiment, c'est là où on peut pratiquer tous les sports de plein air, beaucoup de canaux, comme je vous disais, la rando, du vélo. Donc, je pense que la beauté du Yukon, c'est que on peut s'épanouir et avoir tout le confort à Whitehorse, en tout cas d'une grande ville, mais on est entouré vraiment par la nature sauvage, et les animaux et qui coupent le souffle. La vie quotidienne au Yukon, euh, ben, les logements, sûrement beaucoup d'entre vous vous demandez comment ça se passe au niveau des logements. C'est vrai que l'occupation, la disponibilité des logements, ça peut être un défi. Et on parle de 98% d'occupation des logements. Donc, c'est vraiment comme quand on veut trouver un logement, il faut être en recherche, il faut faire ses recherches. Donc, selon le rapport sur l'immobilier au Yukon en 2022, et, les prix des maisons varient, bien sûr, dépendamment des, euh, des types de loyers. Mais une maison détachée, par exemple, unifamiliale, ça peut coûter 700 000 dollars. Ben, c'est un moyen. Et ça, justement, l'année dernière, comme une des conséquences de la pandémie, on a vu les prix augmenter. Donc, ça, c'est comme un des records les plus élevés qu'on a vu au Yukon depuis des années. Et une maison mobile ici, on voit beaucoup ça aussi. Les maisons mobiles, c'est des petites maisons. Ça ne veut pas dire que ça bouge, mais c'est comme des maisons, on appelle ça des mobile homes. C'est une structure maison et ça peut coûter 450 000 dollars. Ben, c'est encore une fois un record le plus élevé. Et des appartements en ville, on appelle ça des condos ici. C'est 480 000. Mais tout ça, c'est à l'achat, bien sûr. Et des maisons duplex, on parle de 560 000 environ. Et la location moyenne d'une chambre, ici au Yukon, c'est très connu, très populaire, la colocation. Donc, parce qu'il y a beaucoup de professionnels, de jeunes professionnels qui viennent, ou beaucoup de gens qui viennent aussi temporairement pour des travail, euh, et pour travailler pour le gouvernement avec des contrats en recherche, tout ça. Donc, des logements temporaires. Et la colocation, c'est très populaire et on peut trouver des chambres entre 800 et 1200 dollars par mois. Ça dépend bien sûr, on peut trouver avec des services déjà compris. La plupart, c'est avec les services compris. Et sinon, un appartement seul et en ville, ça varie entre 1400 et 1550 dollars par mois. Mais comme je vous disais, le taux d'occupation est assez élevé, 98%. Donc, c'est vraiment un marché qui bouge tout le temps. On trouve des opportunités, mais il faut quand même les chercher. Et au niveau de transport en commun, la ville de Whitehorse a 7 lignes d'autobus. Et le prix pour un espèce, c'est 2,50 $ et on a des laissez-passer mensuels. C'est juste pour vous donner une idée un peu du coût de la vie ici au Yukon. Donc, une passe mensuelle, ça peut coûter 62 dollars pour les adultes, 40 pour les enfants et 26 pour les personnes aînées. Donc, ben, ça, c'est juste le transport. C'est vrai qu'au Yukon, ça c'est pour la ville de Whitehorse, mais comme je vous disais, il y a 16 communautés au long du Yukon. Donc, parfois, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais c'est conseillé. Une voiture, ça peut faciliter beaucoup la vie et pouvoir découvrir les alentours de la ville de Whitehorse. C'est pas indispensable, mais ça aide quand même. Et l'économie et l'emploi. Et on a environ un 4,9% de taux de chômage. Et ça a changé avec la pandémie. On avait le moins élevé, le plus bas taux de chômage du Canada. Les trois territoires se démarquent par ça. Et on a un salaire horaire minimum de 15,70 $ Donc, et une semaine de travail en moyenne de 35 à 40 heures, ça c'est en temps plein. Et donc, au Yukon, on priorise beaucoup
qualité de vie. Les employeurs font vraiment attention que ces employés ont le temps de profiter. Vraiment, on a des beaux paysages, donc on veut en profiter. Et donc, la semaine de travail moyenne, c'est de 35 à 40 heures semaine. Pour la reconnaissance des diplômes au Yukon, il faut passer, bon, au Canada, 20% des professions sont réglementées. Donc, il y a le Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux. Si vous voulez faire comme si vous voulez faire les équivalences des diplômes, je vous conseille d'aller chercher l'information là parce que ça va vous donner une idée du processus d'équivalence des diplômes et comment ça fonctionne parce que ça peut changer le processus de province à province ou à territoire. Donc, vous allez trouver toute l'information de votre profession et dans le territoire ou la province de votre choix. Mais là, pour le Yukon, toute l'information se trouve là au cicdi.ca. Au Yukon, bon, mon collègue pourra nous donner un peu plus de détails, mais les secteurs en demande pour le travail, c'est surtout en tourisme, l'industrie des services, tout ce qui est restauration, hôtellerie. Le Yukon est une forte destination touristique, donc on a beaucoup d'opportunités de travail en tourisme et en services. Il y a aussi d'emplois et les trois gouvernements, comme je vous disais, le gouvernement fédéral, le gouvernement territorial et le gouvernement municipal, on a des opportunités de travail administratif pour le gouvernement. L'industrie minière aussi est en construction. C'est un plan de développement à Whitehorse, mais aussi au Yukon. Donc, on a beaucoup d'opportunités de travail dans ce secteur-là. Et l'enseignement, même si c'est une profession réglementée, on a pas mal de besoins en enseignement et en petite enfance au Yukon. Donc, il y a beaucoup d'opportunités dans ce secteur-là. Et je vous propose trois ressources pour faire des recherches d'emploi au Yukon. Numéro un, c'est le guichet d'emploi du gouvernement du Yukon dans la page gouvernement du Yukon, yukon.ca. Vous allez trouver le guichet d'emploi et toutes les offres d'emploi dans le territoire. Mais sinon, Indeed et Employment Yukon, là aussi, vous allez trouver toutes les offres d'emploi disponibles sur le marché. Je ne sais pas si je continue avec ma présentation. Rémi, voudrais-tu dire quelque chose par rapport à l'économie et l'emploi? Merci Diana. Je pense que le portrait que tu as dressé est assez complet. Je pense que j'interviendrai plus sur des réponses à des questions spécifiques que à ta présentation. Parfait, merci. Donc, je continue. Et pour la francophonie yukonnaise, je le répète parce qu'on est vraiment très fiers, le Yukonnais, Yukonnaise. On est la troisième région plus bilingue au Canada, avec 14,2% de la population, soit près de 5 500 personnes qui parlent le français. Donc, la francophonie est très vivante et très dynamique ici. On a la chance d'avoir un gouvernement euh, francophile, c'est-à-dire il s'assure que toutes les informations, que toute leur communication soit en anglais et en français. Et c'est pas partout au Canada que ça arrive parce que, bien sûr, l'anglais, c'est la langue officielle du Yukon, mais quand même, notre gouvernement fait attention à ce que le bilinguisme soit respecté et soit mis en valeur. Donc, on a même une journée de la francophonie yukonnaise qui est le 15 mai. Et le Whitehorse, c'est désigné comme une des 14 communautés francophones accueillantes, c'est-à-dire une des communautés, il y a 14 partout au Canada, et Whitehorse, pardon, fait partie de ces 14 communautés où on met de l'avant le français, on s'assure qu'il y ait tout le temps des activités d'intégration culturelle en français pour les nouveaux arrivants et pour toute la population. Donc, vraiment, on vit une francophonie très dynamique ici. Et on a l'avantage d'avoir beaucoup de services offerts en français aussi, et par le gouvernement et par les partenaires du réseau d'immigration francophone, en fait, que je vais vous présenter tout de suite là. Et la FI est l'organisme porte-parole de la francophonie yukonnaise. Et on offre des services autant pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour les personnes déjà établies au Yukon qui veulent juste s'instruire et vivre en français.
Donc, à la fille, il y a le service des jeunesses, des aînés, d'agriculture et tout ça. C'est offert bien sûr en français. On offre aussi pour assurer l'intégration de nouveaux arrivants. On a des cours d'anglais pour aider vraiment à s'intégrer à une société anglophone. La société yukonaise, comme je vous disais, l'anglais, c'est la langue officielle au Yukon. Donc, on offre aussi des services d'aide à la recherche d'emploi et d'aide à l'établissement, c'est-à-dire un aiguillage pour justement faire la recherche de logement et développement des carrières. Euh, un aiguillage aussi pour les entreprises, pour les entrepreneurs qui voudraient démarrer une entreprise au Yukon. La FI offre tous ses services, en français bien sûr. Et on a une commission scolaire francophone au Yukon aussi. Elle est composée d'une école primaire, l'école Émilie Tremblay, et qui offre bien sûr tous les cours en français langue première. Mais il y a aussi des écoles qui euh, encouragent l'immersion, donc des écoles anglophones, mais en immersion francophone. Il y a les centres scolaires secondaires Paul-Émilie Mercier, ça fait aussi partie de la commission scolaire francophone du Yukon. Donc, on a une primaire, une secondaire. Et on a aussi une école nomade qui va faire de l'enseignement à domicile en français. C'est plutôt pour les communautés plus éloignées qui sont pas à la capitale, à Whitehorse. Donc, on a une école, une éducation en français à partir de 4 ans et c'est jusqu'à 12e année, pardon, finissant l'école secondaire. Après, il y a l'université du Yukon, mais là, il n'y a pas de cours en français, c'est vraiment en anglais, mais on a quand même une université au Yukon. Donc, c'est très intéressant. Au niveau d'éducation, les autres partenaires du réseau d'immigration francophone, c'est le partenariat communauté en santé qui favorise l'offre des soins en santé pour la minorité francophone du Yukon. Et en novembre 2022, on vient d'ouvrir la première clinique bilingue de soins en santé primaire à Whitehorse. C'est la clinique de santé Constellation. Et on a aussi une garderie francophone qui offre la garde pour les enfants qui sont très jeunes pour aller à l'école, mais de 8 mois jusqu'à 4 ans. Et après 4 ans, on commence la maternelle à l'école Émilie Tremblay. Donc, on a vraiment l'éducation en français couverte à partir de très jeune âge, à 8 mois. Et on a le service de garde périscolaire, c'est-à-dire des enfants qui vont déjà à l'école, mais pour les horaires, parfois les parents qui travaillent, donc le service de garde périscolaire après l'école, à la garderie, c'est aussi offert en français. On a un journal bilingue, pardon, francophone aussi, c'est bi-hebdomadaire, et c'est l'aurore boréale, pardon. Donc, on a aussi l'offre des services pastoraux pour la population catholique au Yukon en français. Il y a d'autres services, bien sûr, en anglais. Mais bon, le comité francophone catholique fait partie des partenaires de la francophonie yukonaise. Et il s'offre aussi d'autres services d'aide aux nouveaux arrivants. C'est pas seulement comme juste la messe, on va dire, et un organisme qui représente les intérêts des femmes francophones Yukon. C'est les essentiels. Elle s'assure vraiment de soutenir les femmes à l'intégration économique et à l'intégration culturelle au Yukon. Et donc, c'est un organisme pour et par les femmes et c'est des francophones. Donc, on a des partenaires qui sont vraiment qui font vraiment partie d'un développement intégral des nouveaux arrivants et aussi des gens déjà établis ici au Yukon, mais en français. Et bon, pour les avantages, pourquoi choisir le Yukon? Et on parlait déjà des paysages grandioses, d'une belle qualité de vie. Et l'économie est en croissance. On a beaucoup d'opportunités, même pour développer la carrière, pour un changement de carrière aussi. Au Yukon, c'est vraiment les 3 territoires du Canada, mais le Yukon, c'est quand même une belle opportunité si on cherche des changements au niveau professionnel. On a un rythme de vie très tranquille au Yukon. C'est vraiment c'est la nature. Il n'y a pas de trafic, il n'y a pas beaucoup de gens. Et vraiment,
on a une belle qualité de vie. Les salaires sont très avantageux et on a aussi un régime fiscal très avantageux par rapport à les autres par rapport aux autres provinces du Canada. Et, euh, et bon, pour tous ceux qui parlent français, c'est vraiment un endroit, même si l'anglais c'est la langue officielle, le bilingue, la francophonie, c'est vite très dynamique et très vivement ici au Yukon. Euh, quatre points importants à savoir avant de déménager au Yukon, c'est, comme je vous disais, l'hébergement. Le taux d'occupation est très élevé, donc si vous prévoyez de venir, faites vos recherches avant au niveau d'hébergement. Et comme je vous disais, l'hiver peut être long et les journées pendant l'hiver sont courtes. Donc, s'adapter au rythme du soleil, il y a de la luminothérapie, il y a des vitamines D, il y a beaucoup d'activités aussi qui font que ça soit un peu moins long, mais quand même, il faut savoir que ça peut être un des défis quand on vit au Yukon. Et, et bon, et aussi s'attendre, comme je vous disais, c'est la nature qui prend vraiment la place ici. Donc, ne pas s'attendre à des infrastructures comme c'est plutôt des infrastructures simples. Les bâtiments du gouvernement et tout ça, c'est comme les maisons. C'est vraiment, c'est pas une grande ville comme on imagine parfois. Et même si on a tous les services, on a un style de vie simple ici au Yukon. Et il y a trois sites d'Internet que je vous invite à consulter si le Yukon attire votre attention. C'est bienvenue au yukon.ca. Là, vous allez trouver vraiment toute l'information pour vous établir, pour l'emploi, et l'éducation, les services offerts en français. Donc, c'est pas mal ce que je viens de mentionner pendant la présentation et on va vous répondre à des questions. Mais si vous avez encore des questions après cette présentation, bienvenue au yukon.ca, c'est une bonne ressource. Et l'association franco-yukonaise aussi, comme organisme porte-parole, vous allez trouver là aussi des services en français et les services qu'on offre à l'association. Et le gouvernement du Yukon aussi, bien sûr, pour toute information et, par rapport à la vie, par rapport aussi à des programmes d'immigration. Et vous allez trouver yukon.ca. Et donc, ça nous fait plaisir vraiment de vous partager notre territoire, nos expériences ici. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, on vous invite à les poser et on vous invite à faire une recherche sur les trois sites que je viens de vous nommer pour plus d'informations. Merci. Merci beaucoup, Diana. Diana Romero, qui est agente de projet immigration à l'AFI. C'est l'association franco-yukonaise. Pour ceux qui nous ont rejoints un peu après le début, je présente aussi Rémi Perrier. Il travaille également à l'AFI, donc dans la ville de Whitehorse, la capitale du Yukon. Rémi travaille comme agent de projet et en particulier de liaison avec les employeurs. Pour rappel, pour les questions que vous souhaitez poser, il faut les mettre dans la section Q et R. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont trouvé plus facilement le chat ou le clavardage que la section questions et réponses. Sur mon écran, tout en fait en bas à droite, il y a trois petits points. En cliquant là-dessus, il y a une fenêtre que vous pouvez ouvrir avec la section Q et R si vous ne l'avez pas encore trouvée sur votre ordinateur. Quand vous parliez du prix du logement, il y a eu beaucoup de réactions qui posaient des questions sur le coût de la vie en général. Et j'ai noté, Diana, que vous mentionniez des avantages fiscaux. Je ne sais pas si vous ou Rémi pouvez développer un petit peu là-dessus. Donc, il y a le prix du logement, mais il y a les salaires, il y a peut-être certains avantages en termes d'impôts. Peut-être développer pour parler un petit peu du pouvoir d'achat. OK. Donc, pour ce qui est des salaires, il faut dire qu'on a des salaires un peu plus élevés que la moyenne canadienne. On est en moyenne 20% au-dessus du salaire canadien, du salaire médian canadien, ce qui permet donc de pallier aussi au coût de la vie qui est assez élevé. On a un taux de taxe à la consommation, donc la TVA, communément appelée TVA, qui est de 5%. C'est un taux fixe de 5%. Donc, on est déjà, fiscalement parlant, on est déjà
avantagés à ce niveau-là. Et après, au niveau, je ne vais pas rentrer dans le détail de la fiscalité en général, mais il y a comment dirais-je, une allocation nord d'occupation du territoire qui est attribuée par le gouvernement canadien. Et en fait, c'est sous le principe de retour d'impôt, c'est-à-dire que lors des déclarations de revenus, vous avez le gouvernement vous retourne un trop perçu d'impôt en général et rajoute ce montant. C'est un montant qui est par foyer fiscal et non pas par individu. Donc, et là, j'ai pas les montants exacts, hein. On est aux alentours de, je ne veux pas te dire de bêtises, mais on est, voilà, je préfère pas donner de chiffres pour ça. Peut-être que Diana a des précisions à ce niveau-là. Ah, le micro, j'ai pas de Ok, le micro. micro a pas Pardon, été... j'étais partie pour parler, désolée. Et ça dépend bien sûr des, du salaire qu'on reçoit annuel. Donc, les avantages, c'est pas un montant fixe, ça dépend vraiment de la, du salaire qu'on reçoit. Tous les crédits, les crédits reçus par le gouvernement, ça dépend de la déclaration d'impôt qu'on fait, en fait. Mais, euh, mais comme tu disais, c'est c'est- c'est les- c'est 5% pour pardon, je n'ai pas le nom de... La T'as dit, TPS, oui. Rémi, la La taxe sur TVA, les ouais, produits et services, ouais, la c'est TVA, hein. ça. Taxe sur la valeur ajoutée. Et ben, le retour Merci d'impôt, beaucoup. pour répondre, le retour d'impôt dépend de l'argent reçu, des salaires gagnés à l'année. Certains avantages donc qui reflètent la réalité et qui permettent de vivre très correctement dans le territoire du Yukon. Hum. Elden Women demande quelles sont les chances d'être recruté par un employeur yukonnais. Est-ce qu'il y a du recrutement à l'international? Est-ce qu'ils sont au courant du volet mobilité francophone, donc qui facilite l'embauche des candidats à l'international qui parlent français? Alors, effectivement, il y a, pour certains postes très spécifiques, les employeurs vont faire la démarche ou vont recruter à l'étranger. On a eu des cas dans la pisciculture, on a eu des cas dans l'informatique, technologie de l'information. Euh, voilà, et puis dans le service, hein, même des grandes enseignes de restauration ou des magasins arrivent à recruter à l'étranger. Toutefois, il faut dire que les employeurs, on est dans un tissu économique assez serré, hein. On est moins de 45 000 habitants. Les employeurs se connaissent presque tous les uns les autres et essayer d'abord de voir si les personnes qui vont recruter sont compatibles avec le territoire. Parce qu'en fait, il y a eu pas mal d'offres qui ont été non pourvues parce que les candidats, voyant les difficultés ou voyant la géographie, finalement se sont pas sentis forcément à l'aise de faire le déplacement. Donc les employeurs comptent sur des associations, enfin sur des organismes tels que la FI, pour s'assurer de l'intégration, de la bonne intégration sur le territoire des nouveaux arrivants et également d'un niveau d'anglais satisfaisant parce que même si 15% de la population parle français et il est possible de parler français, j'ai envie de dire quotidiennement au Yukon, en dehors du cercle familial. Toutefois, le tissu économique se fait en anglais. Donc les employeurs vont recruter à l'étranger, mais de manière, je vais dire, de manière modérée ou ponctuelle. Toutefois, il y a quand même des offres d'emploi qui sont offertes, notamment celles sur lesquelles on peut avoir un numéro d'identification qui permet de voir quelle catégorie professionnelle. Et les employeurs qui ont fait cette démarche sont enclins, plus ou moins enclins à aller recruter à l'étranger.
Après, c'est ça. Reste les délais, reste la quantité de documents à fournir. Et ça, quand on est sur des toutes petites entreprises, c'est pas forcément, on n'a pas un taux de réponse très rapide, quoi. Donc, en fait, au Yukon, les choses se font, mais elles se font pas forcément d'une manière accélérée ou très rapide. C'est pour ça qu'il faut quand même être patient. Être patient, c'est-à-dire qu'il faut, je pense, hein, pour la personne qui cherche du travail, c'est bien se renseigner sur le territoire, bien se renseigner sur le fait que est-ce que on peut imaginer s'y plaire, et après commencer à faire des démarches de recherche d'emploi. Avoir un emploi et ne pas venir, c'est une perte de temps pour tout le monde. C'est une perte de temps pour le candidat, c'est une perte de temps pour l'employeur, et c'est aussi une perte de confiance dans l'employeur, dans le système d'immigration. C'est-à-dire que oui, on va recruter, on va avoir des personnes intéressantes, mais elles vont pas venir. Donc la première question, bon, je pense que le candidat et les candidats doivent se poser, est-ce qu'ils sont à leur connaissance You compatibles? Du compatible. Question très, très importante. Peut-être pour rappel, c'est pas nécessaire d'avoir une offre d'emploi pour immigrer au Canada. La plupart des programmes d'immigration économique sont sur la base des antécédents, les études, les niveaux de compétences en français, en anglais. Pour la plupart, c'est pas nécessaire d'avoir une offre d'emploi. Donc, une démarche d'immigration peut tout à fait être entamée avec un voyage exploratoire peut-être au Yukon pour se rendre compte de la réalité, tâter un peu le terrain, voir quelles seraient les opportunités d'emploi et s'y installer si tous les éléments sont réunis. Pour rappel aussi, le territoire du Yukon a ses propres critères aussi. Il peut sélectionner un certain nombre de ses nouveaux arrivants. Donc, le site que Diana mentionnait, qui est encore à l'écran, yukon.ca, il y a toute une section sur l'immigration et sur le programme des candidats du territoire. Rémi, vous avez évoqué le fait que l'anglais est important. Justement, il y a une question de moraux. Est-ce que c'est un frein de ne pas être bilingue pour trouver du travail? Est-ce que c'est alors le premier frein, c'est l'entretien avec l'employeur, hein. Donc, et vu la distance, ces entretiens se font quand même par vidéo ou par téléphone. Donc, il faut quand même avoir un certain niveau de compréhension et de conversation. Toutefois, pour le besoin de main-d'œuvre étant ce qu'il est, les exigences en termes d'anglais, après ça dépend des postes. Si on est en contact avec le public, si on est en contact avec la clientèle, là on va avoir besoin d'un niveau d'anglais plus important que lorsqu'on se trouve en arrière à faire des tâches, que ce soit des tâches enfin bon, là, qui ne sont pas directement en contact avec le public. Alors, je dirais que l'anglais est important pour la vie sociale, pour la vie économique. C'est un frein de ne pas maîtriser l'anglais, mais la barrière, la barrière de langue n'est pas peut-être pas aussi haute qu'elle pourrait être dans les autres provinces. Il y a peut-être aussi cette notion de bilingue. Des fois, les gens pensent qu'ils doivent parler parfaitement et le français et l'anglais. Mais encore une fois, Diana, vous mentionniez qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants au Canada, beaucoup de gens qui sont venus d'ailleurs au pays, mais qui sont venus aussi de l'étranger. J'imagine qu'ils ne viennent pas tous de pays anglophones ou francophones. Exactement, c'est une des richesses justement du Canada en fait, mais du Yukon particulièrement parce que on a un taux de bilinguisme assez élevé. Donc, on offre des services, on offre des cours pour les allophones, pour apprendre le français, l'anglais même. Donc, moi, je dirais aussi pour ajouter que c'est pas un frein, mais euh, l'anglais est la langue officielle au Yukon, donc justement, si on veut aller un peu plus loin, même si on a un employeur francophone, l'anglais aide. Mais pour tous ceux qui n'ont pas ni l'anglais ni le français comme langue maternelle, c'est très possible. Bien sûr, il faut avoir un minimum de connaissances pour les entretiens et pour vivre, mais on a des opportunités ici pour les améliorer tous les deux.
Oui, c'est J'ai une c'est autre très question important ça. concernant l'emploi. Safouane voudrait savoir quelles seraient les opportunités dans le domaine informatique. Alors, dans le domaine informatique, d'ailleurs, il y a une, comment dirais-je, Destination Canada, un forum dédié aux technologies de l'information, qui aura lieu à la fin du mois de janvier. Au niveau de l'informatique, ici, on est toujours pareil, on a un petit territoire. Alors, il y a deux choses. Soit vous vous faites employer par une entreprise locale, et là, on va dire, elle se compte sur les doigts de la main. Euh, Notamment le Northwestel, qui est le fournisseur de services Internet pour le territoire. Donc là, c'est plutôt de l'administration de réseau, choses comme ça. Euh, mais sinon, j'ai envie de dire, l'opportunité, c'est de se trouver, on se trouve sur quasiment le même fuseau horaire que la Californie. On est sur un microcosme, on est en Amérique du Nord, tout le monde est branché, donc tous les clients ouais, sont branchés. Et j'ai envie de dire, si vous avez une idée d'application que vous voudriez mettre en place, tester au Yukon, je pense qu'une fois que vous faites des essais au Yukon avec la population, vous descendez un peu plus au sud en Californie, pas en Californie peut-être, mais en Colombie-Britannique, vous avez tout le marché nord-américain, ouest américain qui se trouve à portée de la main. Et on parle de Seattle, hein, qui se trouve finalement, allez, on va dire à 2-3 heures d'avion d'ici. Donc c'est quand même un avantage pour les entreprises, pour des entreprises innovantes de pouvoir se trouver sur cette partie du territoire. Et qui plus est, fiscalement parlant, il y a aussi un intérêt pour ces entreprises-là de venir s'installer au Yukon. Mais pour ce qui est de l'informatique en général, ça va être toujours de l'appui. On a on a deux grosses boîtes de communication, hein, quand on dit grosse à la hauteur du territoire, mais qui vont grignoter des parts de marché, qui vont grignoter des contrats ailleurs au Canada. Et le fait d'être bilingue, ça leur permet justement d'aller de brasser l'intégralité, j'ai envie de dire, du pays, quoi, dans ces deux composantes. Peut-être garder à l'esprit, des fois on pense pas aux employeurs comme le conseil scolaire, le collège qui d'ailleurs vient d'obtenir le label université. Euh, pour des postes en administration, en comptabilité, en informatique, il faut parfois réfléchir aux plus grosses structures qui auront des emplois dans différents domaines. Mais oui, un point très important, je pense qu'avec la pandémie, on est plus ouvert à cette idée de ne pas être forcément physiquement là où sont nos clients ou nos collègues. Et donc, si le Yukon est un choix de mode de vie, pouvoir créer son activité à partir du Yukon en profitant des fuseaux horaires et des connexions informatiques. Et merci Rémi de m'avoir tendu la perche pour parler un petit peu de notre salon virtuel. En fait, on a dû retarder un petit peu avec toutes les activités qu'on a eues en fin d'année 2022. Donc, on n'a pas encore tout à fait fixé les dates, mais on va effectivement, d'ici la fin mars, avoir deux salons virtuels de l'emploi dans deux secteurs très en demande au Canada, mais très différents. Le premier, ce sera justement sur l'économie numérique, donc les technologies de l'information, e-commerce et d'autres professions apparentées. Et le deuxième sera sur l'hôtellerie, la restauration, le tourisme. Donc là, comme on l'a entendu, beaucoup de débouchés au Yukon et dans les autres territoires, ainsi qu'à travers le Canada. Ce sera des postes assez variés, de la cuisine à l'accueil et tout ce qu'on peut imaginer lié à ce secteur. Donc, la meilleure façon d'être informé des dates d'ouverture, d'inscription et des modalités serait de nous suivre sur les réseaux sociaux, donc DestCan pour Destination Canada, très présent sur Facebook, sur Twitter, et aussi de vous abonner à notre infolettre. En plus de notre calendrier d'activités, il y a des articles tous les mois par nos amis des réseaux en immigration francophone comme l'AFI, mais aussi les provinces et territoires, des renseignements sur le marché du travail, et d'autres façons de bien préparer son projet pour le Canada. Je retourne maintenant aux questions posées en ligne.
Une question concernant les études post-secondaires. Donc, on a parlé des écoles, des garderies, des écoles primaires et secondaires. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus sur ce qui est possible après, soit pour une reprise d'études, une reconversion professionnelle, ou éventuellement pour les études des enfants qui finissent leurs études secondaires et souhaitent continuer? Oui, au Yukon, on a la chance d'avoir l'université du Yukon. Il faudra regarder leur page pour voir l'offre des cours. C'est vrai que c'est assez nouveau. On vient d'avoir, ça fait pas longtemps qu'on a changé justement. Avant, on était un collège et c'est devenu reconnu comme université. Donc, l'offre de cours et le curriculum est pas très vaste. Donc, il faut regarder les programmes dépendamment de ce que de vos intérêts, les intérêts des étudiants. Mais sinon, euh, on a la possibilité, comme Rémi le disait, d'être ici. Il y a beaucoup d'offres de services en ligne, de cours en ligne d'autres universités ou d'autres collèges. Mais on a la chance vraiment d'avoir un établissement reconnu comme université au Yukon. C'est à Whitehorse, c'est nouveau et c'est c'est un développement, mais on l'a. Donc, je vous invite, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de faire ces études au Yukon, de visiter la page Yukon University. Et là, vous allez trouver toute l'offre de cours. Et il faut dire que Merci beaucoup. les curriculums sont plutôt versés du côté des activités du territoire, la mine notamment, et tout ce qui a trait aux droits et aux affaires sociales liées aux Premières Nations. C'est vraiment deux points forts de l'université. Alors après, il y a un peu d'administration, il y a un peu d'autres choses, mais il y a vraiment ces deux points forts là, qui sont tout ce qui est mine, études du sol, du sous-sol, études de l'environnement, bio, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est entré avec tout ce qui a trait aux activités du territoire en général et aux choses dont voilà, au sujet d'importance. Et un peu de recherche aussi, vu la proximité à l'Arctique. Je sais qu'il y a pas mal de projets de recherche, justement, du nord de, de l'Arctique. Ouais, voilà. Une question de la part d'Ayoub. Est-ce que vous pourrez dire quelle est la plateforme de recherche d'emploi la plus utilisée au Yukon? Il parle en particulier des responsables commerciaux, mais de façon générale, quels seraient les sites à consulter ou d'autres façons d'explorer le marché du travail dans le territoire? Là, je vais dire, pardon. Non, non, non. Vas-y. Donc, il y a comment dirais-je, il y a Indeed, hein, qui est une plateforme assez connue. Il y a le guichet emploi. Et il y a une plateforme qui est locale, mais qui n'est accessible que depuis une adresse IP canadienne, qui s'appelle YouWin. Donc, yuwin.ca. Et donc là, si vous avez la possibilité d'avoir une adresse IP canadienne, vous pouvez consulter ce site d'emploi. Mais on retrouve les offres aussi sur Indeed. La plupart des offres, ouais. Donc, juste pour développer un peu sur Guichet Emploi, pour ceux qui connaissent pas encore, c'est le portail de l'emploi du gouvernement du Canada. Et il y a bien sûr un certain nombre d'offres d'emploi à tout moment. Je pense qu'au Yukon, c'est un peu pareil que dans le reste du Canada. C'est un marché de l'emploi très caché. On considère qu'à peu près 80% des offres ne sont pas affichées. C'est pas par paresse, hein, de la part des employeurs. Simplement, les choses peuvent aller très vite au Canada. Quand on donne un préavis parce qu'on va quitter un emploi pour une raison ou une autre, c'est 2 ou 3 semaines au lieu de 3 mois comme ici en France ou dans d'autres pays. Donc, souvent, les postes sont à combler rapidement. Quand il y a un nouveau projet, ça peut démarrer assez rapidement aussi. Donc, le bouche à oreille, les références, les contacts, le réseautage, que ce soit par le biais de salons en ligne ou de salons en personne, comme on a vu récemment avec Destination Canada. Ça peut être du réseautage sur les réseaux sociaux, des groupes professionnels sur LinkedIn ou autres. Donc, sur Guichet Emploi, ce que vous avez en plus des offres d'emploi, c'est vraiment beaucoup d'informations sur le marché du travail.
Vous pouvez faire une recherche par votre métier ou votre profession en mettant Whitehorse ou une autre destination, Dawson City ou autre, pour voir quelles sont les offres actuelles, les perspectives sur les prochaines années, mais aussi les salaires pratiqués, très utile si vous êtes en discussion avec un employeur. Vous verrez quels sont les salaires bas, médians et élevés. Et s'il s'agit d'une profession réglementée, ça va vous orienter vers l'ordre professionnel qui pourra vous informer sur le processus d'accréditation. On pense aux médecins, on pense aux avocats, ça peut être les éducateurs, éducatrices petite enfance, les enseignants, parfois dans les métiers, électriciens industriels ou autres. Donc, toujours important de savoir s'il y aura des étapes pour pouvoir vraiment exercer sa profession dans la partie du Canada qui vous intéresse. Le Canada étant une fédération, les critères peuvent être légèrement différents d'une partie du pays à l'autre. Donc, tout ça sur Guichet Emploi, vraiment une bonne source d'information. On arrive à la fin de notre période de questions. Je vous retourne le micro à Diana et Rémi s'il y a des choses que vous voulez ajouter, soit des questions fréquentes. Rémi, peut-être parmi toutes les centaines de personnes que vous avez rencontrées à Destination Canada, à Paris et à Rabat en novembre et également en ligne, est-ce qu'il y a des choses qui revenaient souvent, des choses que vous souhaitez souligner au public? Diana, peut-être par vos conversations avec des nouveaux arrivants, des choses qu'ils auraient aimé savoir avant de partir. Donc, libre à vous d'ajouter vos commentaires pour clore notre session aujourd'hui. Oui, alors merci, merci. J'ai essayé d'être rapide. Je pense que la question que se posent les gens en général, c'est de savoir est-ce qu'il est possible de vivre une vie, j'ai envie de dire, entre guillemets, normale ou occidentale ou telle qu'on est habitué euh, là d'où on vient. Alors j'ai envie de dire, d'un côté, on est au Canada, donc c'est un pays qui accepte beaucoup de personnes avec beaucoup de différences, différences culturelles, différences ethniques. Et on peut dire que tout le monde s'harmonise. On peut dire que tout le monde s'harmonise. Et donc là, il est relativement facile de faire sa place. Mais encore une fois, avant de venir au Yukon, le Yukon, oui, c'est un concentré on va dire de Canada, où il y a des grands espaces, où il y a des salaires attractifs. Mais on est quand même au nord du 60e parallèle, donc on n'est pas dans un grand centre urbain. Et il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on est, je disais tout à l'heure un peu avec le jeu de mots You compatible, est-ce qu'on est-ce qu'on est, est-ce qu'on se sent capable ou est-ce qu'on aspire à vivre dans un environnement qui soit pas une grande ville et voire même un peu excentré. Voilà, je pense que c'est la première chose. On rencontre beaucoup de candidats enthousiastes pour, pour venir, mais il y a quand même il y a quand même ce frein. Pour certains, ça peut être un frein. Pour d'autres, il faut vraiment y penser. Donc, savoir, oui, je vais travailler, mais qu'est-ce que je vais faire en dehors de mon travail? On attache beaucoup d'importance et j'avais même du mal à le croire avant de venir ici, au fait que, oui, il y a le travail, mais il y a la vie en dehors du travail. Et ça, la vie en dehors du travail, là, ce sont les Yukonais qui se retrouvent dans la rue, dans les activités, etc. Est-ce que j'ai envie de socialiser? Avec des personnes inconnues qui peuvent paraître d'un style de vie complètement différent. Est-ce que j'ai envie d'apporter aussi quelque chose? Parce on construit le territoire à 120 ans. Donc, est-ce qu'on a envie d'apporter quelque chose? Et à partir de ce moment-là, quand on se pose ces questions et qu'on a une réponse, qu'on se fait sa réponse, le Yukon peut faire partie de la réponse. Merci Rémi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est vraiment une terre d'opportunité, mais c'est aussi un choix de vie, comme le style de vie ici, c'est probablement très différent à ce que beaucoup d'entre nous connaissons. Donc, si on fait vraiment le choix de vivre en nature, de vivre plus simple, c'est l'endroit vraiment, d'après mon expérience. Et
il y a beaucoup d'opportunités. Justement, après l'expérience à Destination Canada et après mon travail, rencontrer beaucoup de nouveaux arrivants, moi-même en étant une nouvelle arrivante, et au Canada et au Yukon, c'est pour ça que je laissais comme cette diapo, la dernière, à savoir avant de votre arrivée. C'est des choses à réfléchir, c'est des choses à prendre en considération, mais c'est une expérience. Si on fait le choix, c'est une expérience très enrichissante et on a beaucoup d'opportunités, comme je vous disais, d'échanger, d'explorer de nouvelles choses, pas seulement de nouveaux endroits, c'est des activités au niveau de la carrière. Donc, même à voir des paysages qu'on n'a jamais vus avant. Et le Yukon, c'est vraiment un endroit à couper le souffle. C'est incroyable. Moi, j'aime beaucoup. Mais comme Rémi dit, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération avant de prendre la décision. Mais c'est très possible d'avoir du succès, d'avoir du plaisir ici au nord, au Yukon. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup de bonnes pistes de réflexion, beaucoup de choses à explorer. Juste pour ceux qui sont en ligne, si vous êtes inscrits pour cette session, vous recevrez un petit courriel de notre part dans les prochains jours. Il y aura une copie de la présentation et vous aurez donc tous les liens pour poursuivre votre exploration de cette destination possible, le territoire du Yukon, dans le Grand Nord canadien. Accueil chaleureux, même en temps d'hiver. Et je tiens à remercier encore une fois nos deux intervenants, Diana Romero et Rémi Perrier, tous deux membres de la belle équipe de l'AFI, l'Association franco-yukonaise. Ça nous mène à la fin de notre session d'aujourd'hui. Merci aux quelques centaines de personnes qui se sont connectées aujourd'hui. Merci de votre intérêt et à la prochaine. Au revoir. Merci, Louise. Au revoir.